Alors, on va débuter notre module 2, qui est la partie des biomolécules, donc les molécules essentielles à la vie. Pour être capable d'aller étudier nos biomolécules, il faut d'abord passer par un peu de chimie. Donc, ceux qui sont en chimie 1, ça va vraiment être de la révision. Ceux qui n'ont pas la chimie 1 ou qui n'ont jamais eu, c'est vraiment important. Donc, premièrement, on a déjà parlé que l'atome était à la base de la matière. Donc, tout ce qui existe est formé d'atomes. Puis, les atomes, ben, c'est la base de la vie. Donc, c'est vraiment important de comprendre les atomes. Quand on parle des éléments, c'est une substance qui est non décomposable. Donc, c'est les éléments qu'on retrouve dans le tableau périodique. Il y a 92 éléments naturels, donc qui se retrouvent naturellement sur notre planète Terre. J'essaie de cacher la lumière de la fenêtre. Et il y a aussi des éléments, mais qui sont plutôt synthétiques, donc qui sont créés en laboratoire. Exemple, si tu regardes dans ton tableau périodique, l'hydrogène, l'oxygène, le carbone, l'azote, etc. Lorsqu'on parle d'un composé, un composé, c'est deux ou plusieurs éléments qui s'associent ensemble pour créer une nouvelle substance. Il peut y avoir des composés simples avec deux ou trois éléments ou des composés très complexes avec beaucoup d'éléments différents. Un exemple, le sel de table, le chlorure de sodium, NaCl, est composé de deux éléments, le chlore et le sodium. Donc, chaque atome a ses propres propriétés. Chaque atome d'un élément est associé à une certaine abréviation. Un exemple, le carbone, qui est un élément très important pour la biologie, est représenté par la lettre C. Puis quand on a un atome de carbone, il y a des propriétés qui sont très spécifiques à cet atome-là. Dans les atomes, il y a des plus petites particules. Donc, autour de l'atome, il y a les électrons, une charge négative, et eux, ils sont tout le temps en mouvement autour du noyau. Dans le noyau, on a les neutrons et les protons. Les neutrons sont neutres, donc ils n'ont pas de charge. Puis, c'est les neutrons qui vont créer les isotopes. Donc, les isotopes, c'est un même atome d'un élément, mais qui a un nombre de masses différent, donc un noyau un peu différent. Et les protons, c'est la charge positive qui est dans le noyau. Alors, les électrons qui tournent autour du noyau, vu qu'ils sont négatifs et que le noyau est positif, les électrons sont attirés par le noyau. Donc, ils veulent quand même rester proches du noyau. Puis la majorité, là, je l'ai mis en espèce de violette parce que c'est un peu moins important, mais la majorité de la masse de l'atome se situe au niveau du noyau avec les protons et les neutrons parce que les électrons ont tellement une masse petite qu'ils ne contribuent pas beaucoup à la masse de l'atome. Maintenant, les isotopes, comme je vous disais, c'est des éléments. Puis dans les noyaux, il y a un nombre de neutrons qui est différent. Mais ça reste le même élément pareil, parce que qu'est-ce qui distingue un élément d'un autre? C'est son nombre de protons dans le noyau. OK? Un élément a toujours le même nombre de protons, mais le nombre de neutrons, lui, peut varier. Un exemple, le carbone peut avoir 7 ou 8 neutrons dans son noyau. Donc, ça devient un isotope 7 ou un isotope 8. Puis, les isotopes sont pratiques en bio parce qu'ils nous aident à dater les fossiles qu'on a vus dans notre module 1. Bon, maintenant, il faut parler des liaisons chimiques. On va en parler toute l'année des liaisons chimiques, vous allez voir. On a deux sortes de liaisons. On a les liaisons covalentes, tout ce que les élèves, oui, les atomes vont partager leurs électrons. L'électronégativité va influencer si l'électron se situe plus d'un atome ou vers l'autre atome. Donc, il y a des atomes qui sont beaucoup meilleurs à attirer les électrons vers eux, fait qu'ils vont avoir une électronégativité plus haute. Puis dans la liaison covalente, si un atome comme ça qui est plus fort, ça va faire une liaison covalente polaire. Ça veut dire qu'il va y avoir un pôle où ce qui va être un peu plus positif, puis un pôle un peu plus négatif. Le pôle négatif, c'est l'atome qui a la plus haute électronégativité. S'il y a une haute électronégativité, il tire les électrons vers lui. Et s'il tire les électrons vers lui, ça veut dire que la charge négative est un peu plus vers lui. Donc, ça va lui donner un pôle un peu plus négatif. Et l'autre, qui tire moins sur ses électrons, a un pôle positif. Un exemple, la molécule d'eau, H2O. L'atome d'oxygène a une électronégativité beaucoup plus grande que l'hydrogène.
Donc, l'oxygène qui partage ses électrons avec l'hydrogène, il tire les paires d'électrons partagés beaucoup plus par lui. Fait que l'oxygène a un pôle négatif et les deux atomes d'hydrogène ont des pôles positifs. Donc, c'est une molécule polaire parce qu'il y a une liaison covalente polaire. Et non pas les ours polaires, là, dans le nord. Non, non, pas la même chose. Dans la liaison covalente non polaire, ça veut dire que les deux atomes tirent à part égale leurs électrons. Fait que les électrons sont pas plus d'un bord que de l'autre, c'est égal, 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 égal. Puis, il n'y a pas de pôle, donc une covalente non polaire. Un exemple de l'H2, OK? H2, hydrogène 2. Les deux atomes d'hydrogène qui partagent la paire d'électrons entre les deux partagent égal. Ils ont la même force d'attraction envers les électrons, fait que la paire d'électrons est égale partout, fait que ça fait une molécule qui n'a pas de pôle, une molécule non polaire. L'autre type de liaison, c'est la liaison ionique. Fait que là, l'atome qui est capable d'attirer des électrons va tellement tirer fort qu'il va arracher des électrons à un autre atome. OK? Fait que là, c'est vraiment un transfert d'électrons. Les électrons vont partir de l'atome et vont être donnés à un autre atome. OK? L'atome qui va recevoir les électrons devient chargé négativement, alors que l'atome qui va donner devient chargé positivement. Puis ce changement-là d'électrons, ça crée des ions. C'est pour ça qu'on appelle ça une liaison ionique. Ça crée des ions. Puis, il y a une troisième liaison. Cette liaison-là, on en parle peut-être moins souvent parce qu'elle est moins forte, mais en bio, elle est très importante. C'est la liaison hydrogène. Donc, l'atome d'hydrogène va établir un lien qu'on appelle un pont hydrogène, mais seulement avec certains éléments. Donc, si le H se retrouve proche d'un chlore, d'un azote, d'un oxygène ou d'un fluor, ça va faire un pont hydrogène. Ça va permettre à deux molécules de s'attirer un peu, de rester proches. Et on va voir plus tard en bio, ça va vraiment nous aider. Le pont hydrogène, la liaison hydrogène est essentielle en biologie. Bon, la réaction chimique, elle est à la base de tout être vivant. OK? C'est dans le métabolisme. On ne peut pas vivre sans réaction chimique. Qu'est-ce que c'est une réaction chimique? C'est une modification ou une rupture de liaison. Donc, c'est quand on crée ou qu'on brise une liaison chimique. Avant la réaction, on appelle ça les réactifs. Après la réaction, on appelle ça les produits. Un exemple, la formation de l'eau. OK? Comme que tu peux voir là. Il y a deux atomes de dihydrogène qui se combinent à deux molécules de dihydrogène qui se combinent à une molécule de dioxygène pour former la flèche, veut dire pour former, c'est là que la réaction, deux molécules d'eau. OK? Le plus veut dire qu'il y a plusieurs réactifs qui interagissent ensemble. La flèche veut dire qu'il y a une réaction. Maintenant, pour finir cette partie ici, il y a certains éléments du tableau périodique qui sont essentiels à la vie. On en a parlé un petit peu lors de la soupe primitive de notre module 1. 25 éléments naturels qui sont essentiels. Les quatre principaux, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène et l'azote. La matière vivante est composée à 96% de ces quatre éléments-là. OK, donc c'est vraiment la base. Les autres 21 éléments sont en faible proportion, mais ils sont quand même essentiels. On ne pourrait pas vivre sans eux autres. Il y a aussi certaines espèces qui ont des besoins différents que d'autres espèces. Par exemple, l'iode est vraiment importante pour les vertébrés parce qu'elle va aider à la composition d'une certaine glande, la glande thyroïde, mais elle peut être moins importante pour d'autres sortes d'organismes vivants.